Salut, c'est Élise Madé. Vous écoutez Ma Découverte. Vous commencez à connaître le concept. Ma Découverte, c'est une émission dans laquelle je vous présente des gens qui ont été une découverte pour moi, qui ont été un coup de cœur. Et je vous avoue que j'ai une liste de tous les invités que je rêve de recevoir à Ma Découverte. Il y a des dizaines et des dizaines de noms là-dedans. Et dans cette liste-là de noms, il y avait Michel Duchesne. C'est à lui qu'on doit la web-série L'écrivain public, qui est aussi un roman et qui vient en fait de sortir son tout nouveau livre, son deuxième roman, qui s'intitule La Costa des Seuls. Et ce qui est drôle avec Michel Duchesne, c'est que il était dans ma liste d'invités rêvés pour Ma Découverte. Et à un moment donné, j'ai reçu sur Facebook, je le connaissais pas, j'ai reçu sur Facebook un message de Michel Duchesne qui était tombé sur mon podcast et qui avait envie d'échanger avec moi. Alors, j'étais super contente. C'est la première fois qu'un artiste m'écrivait pour faire partie de mon podcast. Et vraiment, ça a été une super belle découverte. Michel Duchesne, j'ai adoré discuter avec lui. C'est un homme qui a un propos extrêmement riche, qui a un regard sur notre société actuelle. On le sent dans son écriture et on le sent aussi dans l'entrevue qu'on va écouter en ce moment. Donc, voici mon entrevue, que dis-je, ma découverte de Michel Duchesne. D'être là, Michel Duchesne, c'est auteur. un plaisir. Moi, je t'ai découvert à travers la web-série, premièrement, L'écrivain public. Ensuite, j'ai lu le roman. Oui. Mais je sais que tu as fait aussi de la réalisation pour des émissions culturelles. Oui. Tu as été coach à la LNI aussi. Oui, imagine, ma recrue, c'était Edith Cochrane. Ah ouais? Elle a fait ses preuves depuis. C'est ça, c'était Charles Lafortune, Claude Legault, wow. Réal Bossé. Ouais. C'était vraiment des belles années. Ouais. Mais je voulais savoir, OK, t'as fait tout ça, j'ai lu, sur toi, sur Internet, ta bio et tout, mais d'où ça part, tout ça? Tu viens d'où? Moi, j'étais un petit gars de la banlieue de Boucherville qui a toujours écrit, à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait les Allô Boubou ou les Coqueluches. Non, c'est les Coqueluches, moi, sur l'heure du midi. J'avais gagné un concours d'écriture au primaire, une meilleure pièce de théâtre et le prix, c'était que la pièce était en tournée dans toutes les écoles. Je l'ai interviewé, mais ça n'existe plus. T'avais quel âge? 4e année, on a quel âge? 9 ans? 10 ans? Mais donc oui, tu parlais que j'étais réalisateur, mais j'écrivais la beauté de ces émissions-là. Il y avait beaucoup de capsules comiques à l'intérieur de la demi-heure culturelle. Donc, Sucré Salé en fait encore aussi un peu comme ça, là, des topos de 2-3 minutes. Fait que je les écrivais, puis je les dirigeais. Entre autres, j'en ai fait une 50aine avec Dany Laferrière. Ça, c'était pour... L'enfer, c'est nous autres, okay. Ça s'appelait à l'époque 93, 94, 95, dans ces eaux-là. Ouais. Ah, c'est ça, mais c'est des grandes émissions qui sont... Tu sais, même moi, j'étais très jeune, peut-être pas née, là, quand il y avait ces émissions-là, mais on en entend encore parler. L'enfer, c'est nous autres, je pense que c'était fait aussi. L'été, c'est péché. Oui. Avec la gang de la LNI, la bande des 6. La bande des 6, c'était vraiment mon premier contrat quand je suis sorti un de mes premiers, de l'université Concordia. Et puis j'allais voir la coordonnatrice. Puis moi, là, je vais avoir des pièces de théâtre depuis que j'ai 12 ans. Puis je vais avoir tel show. Puis là, je soumettais des sujets puis des noms. Il voyait que, OK, le TQ, il veut, là. il veut vraiment. Mais c'était particulier. J'avais 22 ans. Les caméramans avaient tout l'âge de mon père. La bande des 6, c'était les grands communicateurs de l'époque. Fait que là, t'avais le TQ qui leur dit, non, on va couper. Non, ça, c'est pas bon. On va recommencer. Fait que t'avais étudié en cinéma? Ouais, j'ai étudié en cinéma à Concordia puis en littérature à l'Université de Montréal. Comme un bac conjoint, une majeure en cinéma puis une mineure en littérature. Grâce à un de mes profs à Concordia, elle était Mary Alamny Galloway, était de Barcelone, puis elle s'intéressait beaucoup à la littérature québécoise, puis elle me faisait lire ses textes, elle donnait des conférences, puis elle faisait des traductions, etc. Puis à un moment donné, j'étais gêné parce qu'il y a des livres que j'avais pas lu, tu sais. Je disais, c'est flyé, là, elle arrive de Barcelone, elle tripe et elle connaît mieux notre littérature que moi. J'ai fait, je pense que je vais faire une mineure en littérature, qui était en fait mon premier désir au cégep, je voulais aller en littérature, mais j'ai fait mes sciences pures à l'époque. Je sais pas si toi, si t'avais ça, là. Faites des sciences, ça mène à tout, les sciences, c'est bon. Fait que, moi, j'ai résisté à ça, je savais que j'étais pas pour ça, j'étais pas faite pour ça. Fait que toi, tu t'es comme sacrifié. Tu sais, j'ai été dans le garde-robe longtemps, mais garde-robe de carrière et garde-robe
garde-robe Ouais, c'est ça. de tout. Fait que j'ai pas osé parce qu'effectivement, mais c'était tellement mal vu. Mais encore là, je trouve, c'est difficile, je trouve, la place du culturel, la place c'est pas valorisé. Tu vois pas des ministres se vanter qui ont lu tel livre, qui ont été à telle pièce de théâtre. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de la culture. Fait que, à l'époque, j'ai pas été assez fort pour résister. Fait que j'ai fait mes sciences plutôt que ma littérature. Mais rendu à l'université, je me suis vengé. Ouais, c'est ça. Fait que c'était toujours en toi, dans le fond. C'est le naturel qui revenait toujours au galop. Oui. L'écriture, la littérature, tout ce qui est culturel, ça t'interpellait. Ben, j'aime ça. Moi, je trouve que c'est ce qui nous apaise le plus. Moi, je trouve que c'est une époque très stressante. Là. On sait que on dirait qu'il y a un compteur sur notre planète, notre seule planète. Je trouve ça un peu triste, toutes les histoires de religion, de parler du paradis à la fin de vos jours. Regarde, il y en a probablement pas. Puis le seul paradis terrestre, il est en danger en ce moment. Il faudrait qu'on fasse quelque chose. Fait que on est un peu impuissant, on est impuissant face au cynisme, la détresse des gens, tu sais, il y a un fléau des drogues chimiques, il y a encore de la violence conjugale, il y a du racisme, etc. Fait que je trouve que les arts, c'est une façon de s'apaiser, puis ça m'avait beaucoup soulagé aussi. Freud disait la même affaire, j'ai fait une psychanalyse, écoute, pas mal le livre ouvert. Oui, c'est ça. Tu viens de me dire tellement d'informations en quelques minutes. Fait que oui, donc les arts... je trouve que ça calme, ça fait du bien, ça éteint le petit hamster dans la tête, là, le ronron. Et de le faire, est-ce que c'est le même effet que ça te procure? Oui, c'est pour ceux qui cuisinent ou qui rénovent, quand tu places une moulure ou quand tu as réussi ta recette puis que ça sent bon, etc., il y a quelque chose de faire une mini-magie, là, tu sais, de mes deux mains, de mon temps, j'ai réussi à transformer le réel, tu sais, l'alchimie, c'est ça aussi. Fait que l'écriture, c'est d'où j'ai orchestré la vie de personnage, j'ai su choisir, j'ai fait, tu sais, j'ai architecturé un truc, parce que moi aussi, j'admire beaucoup les feuilletonistes, les Zola, Dumas, il y a un Miston Maupin qui écrivait Chronique de la cité à San Francisco, qui sont pensés comme pour des lecteurs au quotidien dans des journaux, donc qui étaient livrés comme ça, des feuillets qu'on appelait. Et les deux livres, L'écrivain public, La Costa des Sols, ont été bâtis, architecturés un peu comme ça, de dire, OK, vous aimez Jojo, ben là, ça va prendre le prochain chapitre avant de savoir ce qui arrive à Jojo. Puis, moi, j'adore ça. La partie, là, on va faire le plan, là, on va dessiner, là. Ma mère, quand on était petit, elle dessinait toujours. OK, là, on va changer les meubles de place dans le salon, puis elle faisait des petits dessins, puis là, le sofa va aller là, puis la TV. Fait que ça, tu tiens ça d'elle, sûrement. Ben, elle était drôle. Ben, elle l'est encore, pas toujours reposante, mais une mère drôle, pareil. Donc, toi, quand t'écris, la structure, ça te vient tout de suite en tête avant de te lancer? Tu vas structurer ta pensée, ton histoire, tes personnages? Ouais, c'est ça. Donc, oui, je vais structurer. Moi, j'aime ça. Pour les deux romans, j'avais une petite feuille à côté de mon ordi avec les colonnes puis les personnages où ça s'en va. Puis après ça bouge, tu sais, parce qu'après ça c'est organique. Puis il y a des personnages qui prennent plus d'épaisseur, comme dans La Costa des Sols, le guide rencontre le prof qui a un peu intimidé. Je pense qu'il faut prendre le mot au secondaire. Fait que ce personnage-là d'Hélène a pris beaucoup d'importance. Oui, c'est ça. Ben là, t'en parles, mais c'est pas encore sorti. Ça sort en septembre. Dans 10 jours. Tout chaud. Ouais, c'est ça. Au moment où on enregistre, c'est pas encore sorti. Donc, c'est ça, c'est l'histoire, en fait, de voyageurs qui partent à la Costa del Sol en voyage organisé. Ouais. Puis là, on suit, dans le fond, plusieurs personnages. Il y a beaucoup de personnages dans ce livre-là. Et là, tu parlais d'un personnage, de la professeure qui a connu l'accompagnateur qui accompagne ce groupe-là. Puis l'écrivain public, pour revenir à ton premier roman qu'on connaît peut-être un petit peu plus, ça aussi, tout ça, là, c'est inspiré de faits vécus. Oui, c'est... Parce que dans ton écriture, on sent vraiment un apport au réel, tu sais, il y a vraiment... Il y a un sens de l'observation là-dedans, tu sais, on sent que c'est ancré. J'ai toujours eu de l'oreille. Quand j'étais moniteur de terrain de jeu, j'étais moniteur très jeune, j'ai fait un camp de vacances, puis après ça au terrain de jeu de la ville de Boucherville.
les autres moniteurs, monitrices, la coordonnatrice venaient me raconter leur vie. Je me disais, pourquoi tu sais, t'as 16 ans, t'as peut-être pas le droit d'entendre parler que ta coordonnatrice parle d'alcoolisme de son père ou de violence conjugale. Fait que, je sais pas, peut-être j'ai toujours attiré ça, ces confidences-là, mais c'est, je te dirais, d'avoir accompagné, supposons, mon père durant 9 mois pendant son cancer, ça change beaucoup les choses. Ça t'ouvre à la fragilité de la vie. Mon conjoint actuel, je l'ai vu 2 fois passer proche de mourir. Là, ça fait que ça, on dirait que tu le vois à quel point c'est fragile. À travers ces épreuves-là, ça rend la vie encore plus belle et plus précieuse. Fait que, est-ce que tu collectes tout ça, tu sais, les épreuves que tu vis? Est-ce que tu te dis, OK, ça va servir dans mon écriture, ou tu le vis, puis c'est par la suite que je le vis, c'est par la suite. C'est comme l'écrivain public, c'était vraiment 15 heures et la deuxième année 20 heures semaine dans un organisme en alphabétisation d'Hochelaga-Maisonneuve. Puis c'était pour me sortir du milieu culturel, puis me ressourcer, puis et aussi bêtement dire regarde, faut que je paye mon loyer comme tout le monde. Bon, mais au-delà de ça, c'était je me demandais à quoi je servais, là. Tu vas t'arriver bientôt, quand tu vas tomber dans la quarantaine, on se dit, bon, ben, à quoi on sert dans la vie, tu sais, est-ce que je peux avoir un apport, tout ça, puis je dis, qu'est-ce que je sais faire? Ben, je sais écrire, puis là, je me suis rendu compte que, pour moi, quelque chose qui est super banal, d'écrire, répondre à une lettre, répondre à un courriel, etc., pour plein de gens, c'était une montagne. Fait que, 1, c'est valorisant, mais 2, tu te dis, OK, my God, mes voisins, des gens, des étrangers qu'on peut croiser dans le métro, ont pas eu la même chance que j'ai eu, tu sais. Pour plusieurs, l'école, c'était souffrant. C'était un lieu d'intimidation, c'était un lieu d'humiliation, c'était un lieu d'échec perpétuel. Moi, j'étais bon à l'école, j'aimais ça, je lisais. T'as même étudié en sciences nature, pis tout, là. Oui, mes physique, mes molles, mes sinus et cosinus. Mais comment calculer un logarithme? Ouais, c'est ça. C'est quoi déjà un logarithme? À quoi ça sert? J'espère que t'attends pas une réponse parce que je l'ai oublié. Mais tu sais, j'ai déjà eu toutes ces informations-là. Mais c'est ça, l'écrivain public, c'est ça, j'ai lu le livre, j'ai vu la web-série, il y a 2 saisons. La première saison, c'est des épisodes plus courts, je crois, une dizaine de minutes. Ouais, 8 minutes. 8 minutes. Deuxième saison, des épisodes assez costauds de 25 minutes. Puis j'ai tellement de questions là-dessus, mais tu l'as abordé déjà un peu. Tu l'as vécu, tu as été écrivain public, c'était dans Hochelaga-Maisonneuve, je crois. Comme tu le disais, tu avais besoin de te ressourcer puis de te sentir utile. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es prêt à te lancer dans une aventure comme ça? Parce que en lisant le livre, en voyant la web-série, on se rend compte à quel point c'est tough, là. C'est pas... c'est que t'es confronté, on n'est pas armé. Je suis pas je l'ai appelé Mathieu Martineau. J'ai un neveu, Julien Martineau. Lui, il a étudié en travail social, en intervention sociale au cégep. T'étais pas là-dedans du tout. Tu l'as dit, là, tu sais, je suis un réalisateur culturel, auteur, scénariste. Donc, funny, fluffy, on va chanter le beau, ça va bien la vie. Mais, donc, effectivement, fait que c'est très confrontant, mais c'est en même temps, puis c'est tous les gens d'une communautaire te diraient un peu la même chose, c'est très satisfaisant parce que tu dis, OK, j'ai fait une petite différence aujourd'hui. Il y a quelqu'un que j'ai réussi. Tu sais, j'ai été lifeguard aussi, payer mes études. Puis, fait que t'as sorti la tête de l'eau de quelqu'un, là. Tu l'as évité de se noyer. Puis là, tu sais, en sauvant aussi un chef de famille ou une chef de famille, il y a énormément de mères monoparentales qui en arrachent. Ben, tu sais que t'aides 2, 3, 4, 5 personnes en dessous, tu sais. Fait que c'est... Mais il doit y avoir un sentiment d'impuissance relié à ça. C'est très frustrant, ça, parce qu'on c'est le sûr. sent vraiment dans ton œuvre. Le côté, mon Dieu, je fais ma part, mais... C'est lourd, la machine. C'est fou, la machine bureaucratique. Le changement est long. Ils sont désespérés, ils savent plus à qui... Même quand t'es outillé, des fois, tu sais pas, remplir des formulaires, des trucs comme ça, on a de la misère. J'invite les gens qui nous écoutent à aller trouver les passeports citoyenneté Canada puis les demandes d'immigration. Il y a 4 formulaires. Ça a peut-être changé depuis, là, mais il y a 4-5 formulaires différents. Et j'ai eu un couple de lesbiennes qui sont venues me voir. Peux-tu m'aider? Puis elles étaient lettrées, là. Mais, regarde, et là, moi-même, je pénisse, my God. Fait que toi, tu fouillais, c'est ça, t'allais chercher l'information sans avoir d'outils autres que
Ouais, avec tout cette, c'est une compassion, là, tu sais, Ouais, c'est c'est une ça. écoute, puis c'est un filtre, donc pour pas que ça soit la colère est mauvaise conseillère, donc que ça soit pas des écrits teintés de colère, d'amertume, dont je parle des, tu sais, puis c'est large là, moi, des cas de donc, violence conjugale, de séparation, de loyer, Donc, autant euh, écrire des lettres, remplir des formulaires, des CV, c'est ouais. ça, c'est très Ouais, varié. imaginez-vous à tous les jours, là, tout ce qu'on fait avec l'écrit, là, tu sais, juste répondre à un courriel, mais, tu sais, tous les problèmes qui peuvent arriver, puis il faut s'adresser à la ville, il faut s'adresser au gouvernement, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de trucs sur le logement, l'éducation, les soins en santé, ça aussi, tu sais, on se sent impuissant, là, tu sais, les listes d'attente, les listes d'attente pour de l'aide. J'ai des mères qui venaient me voir, disent, gars, mon gars, là, il en arrache à l'école, là, c'est une liste d'attente, peux-tu m'aider que ça aille plus vite? Parce que pendant ce temps-là, puis moi, ça me touchait énormément. J'ai eu 2 neveux qui ont eu de la misère à terminer leur parcours scolaire parce qu'ils étaient sur les fameuses listes d'attente pour voir des orthopédagogues, des psychologues, c'est 1 an d'attente, 1 an et demi, mais tu sais, quand t'es dans l'école, 1 an et demi à en arracher, là, puis avoir des T'as échecs, plus le goût de t'as plus le goût, rester. là, c'est là qu'il faut investir, tu sais. Pas dans le milieu carcéral après où ça coûte 90 000 à aider Non, c'est quelqu'un. ça. 90 000, on va Là, en il est payer des trop. Ouais, orthopédagogues. ouais, c'est ça. C'est fou. Puis c'est de trouver souvent des mots très simples, j'imagine, pour des, tu sais, des situations, tu sais, trouver les bons mots, mettons des Ouais. lettres, des trucs comme ça. C'est pas des affaires, t'écrivais pas là Ah non, des non. poèmes, Non, non, là, j'écrivais tu pas des sais. poèmes, je romançais pas. Mais c'est de trouver les mots justes. Ouais. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était un exercice en tant qu'auteur, justement, de Ah, ben, trouver c'était les vraiment pas bons un mots? auteur, là. C'était Non, vraiment ok. Michel Duchesne, citoyen, qui disait, OK, tu sais, parce qu'en plus, j'avais la députée qui me référait du monde, le CLSC me référait du monde. Il y avait un centre dans le Vieux-Montréal, un centre de justice pour tous, où les gens peuvent, ben, ils m'envoyaient du monde. Ça débordait C'était de partout, large, là. là, tu sais. J'ai eu une famille tunisienne d'origine. Les 2 parents sont sourds-muets, sont professeurs, mais ils sont, mais c'est pas un reproche, mais avec le backlash anti-Occident, donc eux étaient persona non grata, ils étaient plus occidentaux, ils avaient été étudiés en Europe, fait donc ils migrent au Québec, mais ils sont sourds-muets. Fait que j'ai leurs 2 filles ados, qui lisent du Harry Potter, qui traduisent, qui font une chose pour moi, et je les aide dans leur parcours d'immigration, tu sais. Le petit gars de Boucherville qui écrivait des scénarios comiques qui aide une famille tunisienne comme ça. Tu sais, je Qui trouvais vivent ça une réalité fabuleux. Ouais, tellement ouais. loin de toi. Tu sais, je revenais, c'est ça, tu sais, mais tu sais, la réalité est à 4 tu sais, je donnais toujours l'image, c'est 4 stations de métro à côté de chez nous, là. Ouais. C'est Yvon Deschamps disait on est au courant qu'il y a de la pauvreté puis de la famine en Afrique, mais on ne sait pas qu'il y en a à côté de chez nous, puis c'était vrai, là, tu sais, sur Ouais. le terrain. Puis c'est la détresse aussi un peu, maintenant, à l'époque, il y avait des sous-sols d'église où, tu sais, les gens se voyaient peut-être plus, bon, tant mieux, on s'est débarrassé de la religion et du patriarcat, quoique ça revient un petit peu. Mais les gens ne savent plus à qui s'adresser. C'était ma détresse. Et ça, c'est le réflexe que j'ai développé dans la première année, deuxième année, quand j'avais beaucoup de mères monoparentales qui venaient, puis c'était le fameux logement, les coops d'habitation, le logement social à moindre coût, tu sais, puis que les filles en arrachent 1, 2, 3 enfants, etc. Mais il y a des listes d'attente, c'est terrible, mais tu sais, ton gars est à maternelle, tu vas peut-être avoir ton logement, il va être en 6e année, là. Fait que là, c'était de dire, ben, en attendant, tu savais-tu qu'il y a des banques alimentaires, que tu pourrais faire de la cuisine collective ici, qu'ici, là, il y a une espèce de garderie d'urgence, tu as des problèmes médicaux, tu peux aller là. Puis là, je leur expliquais toutes les ressources du quartier. Là, Parce que ça aussi, la communication se fait pas. Il y a des ben non, ressources, mais on n'est pas au les courant. gens sont pas au courant qu'il y a ça. C'est la C'est un... beauté, la détresse. C'est weird, hein, Ouais, parce que tu sais, on dit, ah, c'est le fun maintenant, on est dans un siècle de communication, on a tout à un clic. mais Mais pas si tant tu, que ça, c'est ouais. ça, si tu ne maîtrises pas l'écriture, là, ben, va sur un moteur de recherche, là, pour trouver, puis qu'est-ce que t'écris, j'en peux plus, tu sais, j'étouffe. Qu'est-ce que C'est t'écris ça. pour trouver la bonne ressource? Fait que, ouais, c'est un peu un paradoxe, je trouve, de notre époque. Oui, tout est accessible à un clic, etc. Mais la personne est seule chez elle, souvent, puis
On s'en rend pas compte quand on est lettré, à quel point l'écriture, c'est au centre de tout. Ouais. On prend ça pour acquis. On prend ça pour acquis. Puis, tu sais, quand ils disent, OK, vous appliquez, faites attention, faut pas que votre CV ait des fautes, il va être rejeté automatiquement. Tu sais, c'est un jeune sur deux écrit au son, là. Fait que des CV plein de fautes, j'en ai vu un et deux et trois, tu sais. Puis le gars ou la fille, il est pas de... J'ai une fille, elle dit, regarde, elle dit, moi, ce que... Je l'ai fini mon bac, mais tu sais, j'ai un peu triché, puis elle écrivait au son, là, tu sais, elle a un bac, là. Mais là... C'est ça, c'est un Québécois sur deux qui serait analphabète, ou du moins analphabète fonctionnel. Fonctionnel. Ça veut dire que tu lis les grands titres dans un journal, ou tu peux lire des trucs qui passent sur Facebook. Des affiches, mettons. Des affiches, mais tu vas pas lire la suite, là. Voilà. Et aussi, si jamais tu lis la suite, ben tu te souviens plus du début, là. Tu sais, les mots, ça devient un peu abstrait pour... on dit une chose. Saisir le sens. Ouais. Fait qu'imagine un discours de politicien ou un éditorial. Ou... Alors, c'est ça, moi, j'étais curieuse de t'entendre parce qu'on est en campagne électorale en ce moment. Puis il y en a des promesses, puis je trouve qu'on parle pas beaucoup d'éducation, en tout cas pour le moment. Non, on parle pas beaucoup d'éducation, on parle pas beaucoup de culture, on parle pas beaucoup non plus de bilan, tu sais. Non. On va... Tu dois avoir une opinion là-dessus, toi, qui a été baigné là-dedans. Ouais, tu sais, moi, je les ai vus, les fameuses coupures, etc. Tu sais, quand tu coupes 3 milliards dans l'éducation, que tu donnes 3 milliards à Bombardier, puis que les dirigeants de Bombardier deviennent tous multimillionnaires. C'est pas eux qui avaient besoin d'aide, là. Puis que là, tout à coup, on va faire des promesses. Oui, on va en donner des orthopédagogues, mais regarde, 14 ans de coupure, c'est un lourd héritage, là. C'est 3 cycles de secondaire de génération sacrifiée, là. D'écoles surpeuplées, d'écoles... Dans Schlager-Maisonneuve, il y a 3 écoles fermées primaires pour la moitié. Là, il y en a une de réouverte sur les 3. Mais pendant 14-15 ans, là, les jeunes étaient chippés, ils faisaient des 50 minutes. Tu sais, au primaire, là, t'as pas le goût de faire 50 minutes pour aller à l'école. Mais c'est parce qu'on n'a pas d'argent pour ça. On n'a pas d'argent pour ça, mais on en avait pour les rues, les trottoirs. C'est ça. Puis il paraît qu'il y a une pénurie de profs à Montréal en ce moment. Ouais, ben c'est tellement pas valorisé être prof. Puis c'est tough être prof, là. Ils sont pas bien payés non plus pour ce qu'ils font, pour l'importance qu'ils ont dans la société. Ben, tu peux partir du premier échelon, je trouve. Tu sais, les éducatrices en garderie là, qui ont charge d'âme. Quand on dit tout se joue avant 6 ans, là, mais en garderie, là, c'est là que tu bâtis ta confiance, ta façon de sociabiliser avec les autres, tout ça, tu sais. Fait que les filles, en majorité des filles, mais les filles, les gars qui sont en garderie aussi sont sous-payés, là, tu sais. Ils ont charge d'âme, c'est une vieille expression, là, tu sais. Regarde, ils s'occupent des humains, des futurs citoyens, là. Fait que non, l'éducation est pas assez valorisée. Tu sais, moi, j'ai dédié l'écrivain public à mes profs oui, c'est vrai, tu nommes leur prénom. Ben, c'est tout ça. Tu t'en rappelles? Maternelle Thérèse, première année Diane, deuxième année André, troisième année Jeannette, quatrième année Ruth, sixième année Nicole. Ouais. Mais c'est vrai que c'est marquant. Moi aussi, je me rappelle de mes profs au primaire, au secondaire, puis... Tu sais, ils me faisaient lire... c'est ça. La curiosité aussi, tu sais, d'éveiller ça chez les jeunes. Tu sais, moi, j'avais peur des garnottes au ballon chasseur, fait que au moins, j'étais bon ailleurs. Ça peigne, ce ballon chasseur là, en garnotte. J'étais dans la même catégorie de gens que toi. On aurait joué à l'élastique, ça, on aurait été même école. Non, ou lire, moi, je lisais aussi beaucoup dans le coin, là. On pouvait lire des bandes dessinées à Londres. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tu as été écrivain public pendant quoi? Un an? C'est 2 ans. 2 ans? 2 ans. Mais ce que je décris dans la réalité et dans la série web et dans le roman, c'était en sursis à chaque année. T'sais. Ils savaient pas s'il allait avoir les fonds, puis on s'entend que ils cumulaient là, trois petites subventions à gauche à droite pour payer quelqu'un à 15 heures. Là. Puis est-ce que ça existe ailleurs? Est-ce que tu sais si... Parce que j'ai cru comprendre que tu étais comme le premier. Ouais, j'étais comme le seul sur l'île. Moi, j'ai rencontré 2 filles qui devaient partir le service à Pointe-Saint-Charles. Je pense qu'elles l'ont fait. Il y en a depuis à Magog. Il y en a un à Québec. C'est ça, parce que c'est pas juste à Montréal, là, cette problématique-là. Non, mais c'est endémique, là, tu sais, j'ai eu
On a pris des vacances une fois avec mon chum. On était en Australie, à l'autre bout du monde. Et c'était une campagne électorale aussi là-bas. Et c'était un des grands enjeux. Il disait que les élèves au primaire écrivaient au son, que ne maîtrisaient pas l'écriture. Puis comment ça se fait que dans un pays dit riche, on avait autant de pauvreté académique. Donc c'était un enjeu là-bas. Et en Europe, des écrivains publics, il y en a plusieurs. Là, il y a même une espèce d'association syndicat. C'est un vieux métier à l'époque des marchés à l'Antiquité, etc. Dans Hochelaga-Maisonneuve, on me disait beaucoup qu'au Sénégal, je sais pas si c'est encore le cas, que dans chaque bureau de poste, il y avait un écrivain public. Fait que les gens des villages autour pouvaient aller au bureau de poste et écrire quelque chose. Tu sais, ce qui pourrait être le cas ici, dans chaque bibliothèque publique, il pourrait y avoir quelqu'un qui aiderait, tu sais. Mm-hmm. C'est pas les besoins qui manquent. Non, c'est ça. C'est les ressources, c'est les moyens. Parce que le communautaire, c'est ça, il manque toujours de subventions, ils ont pas... Ouais. C'est une situation qui est difficile. Ouais, c'est le parent. Tu sais, déjà, on n'en a pas pour les aînés, ça va pas bien en santé, on n'en a pas pour les jeunes, ça va pas bien dans le milieu de l'éducation. Fait que le milieu communautaire, c'est ceux qui sont tombés dans les mailles du filet social, puis qu'on essaie de rattraper au vol avant qu'ils s'effondrent, tout ça. Fait que c'est le parent pauvre de secteur pauvre de notre société. Est-ce que ça t'a pris du recul avant d'être capable d'écrire sur cette expérience-là que tu as vécue? Oui, c'est arrivé. En fait, après les 2 ans qu'on m'a demandé, il y avait eu un article dans la presse de Katia Gagnon. Ouais, c'est ça qui a mis je dirais, pas le feu aux poudres, là, mais qui a développé un intérêt là. Donc, TV5 a dit hey, vous devriez faire une série avec ça, vous devriez appliquer. Donc, il y a eu une demande donc c'est parti de l'article qu'on t'a suggéré d'écrire là-dessus. C'est Katia, ouais, qu'on m'a demandé écoute, c'est tellement romanesque ton histoire, tu pourrais tirer un roman de ça. Donc, j'ai commencé à écrire un roman et le feu vert pour la série est arrivé 6 mois avant que le roman soit publié. Donc, pour la première saison, Emmanuel Schwartz, qui me joue, entre guillemets, ouais, c'est ça. le tiers de fait vécu, et le réalisateur de la première saison, Hervé Bergeon, avait accès au manuscrit. Donc, qui est l'écrivain public, comme c'était un monologue intérieur. Ça s'est fait quand même en parallèle. Oui, c'est ça. C'est, il y a 2 rentrées littéraires. Il y a une rentrée, la grosse rentrée à l'automne et la rentrée d'hiver. Donc, il devait sortir à l'hiver, puis il a sorti à l'automne. Puis, entre-temps, la série s'est tournée. Le premier tiers du roman, si tu veux, la première saison. C'est ça, parce que comme je le disais, j'avais vu la web-série avant de lire le livre, puis c'est tellement fidèle à la web, la web-série, le livre, ça se ressemble beaucoup. Tu sais, je voyais même les scènes de la web-série en lisant le livre. Ce qui m'a beaucoup touché, tu sais, j'étais un petit peu plus vieux que je suis, les deux réalisateurs qui étaient dans la trentaine, pour eux, c'était c'est le héros de notre génération. On est tellement impuissant à changer le monde. On se sent tellement... c'est tellement plus facile d'être désabusé, d'être cynique, de décrocher. Un taux d'absentéisme énorme. Au niveau des élections, les gens, on est désabusés. On dit, bon, ça sert à rien. On peut rien changer. On peut rien faire. Fait que pour eux, c'était une sorte de Robin des Bois, un Batman, là, l'écrivain, là, Hervé en parlait. Là, bien, non, moi, l'écrivain... Là, un héros de l'ordinaire. Un héros de l'ordinaire. Lui aussi a ses propres batailles intérieures, difficultés. Ouais, tu sais, tout dealer avec notre colère, avec nos ex, parce que c'était beaucoup un chemin aussi de ça, là, de laisser fondre la colère. Je sais pas, je pense que mes livres sur le bouddhisme, sur le lâcher-prise, la psychanalyse, il y a un aboutissement dans l'écrivain public, là, tu sais, c'est trop lourd. Moi, c'est la scène, on parlait de la saison 2, moi, je pleure à chaque fois que je vois la scène dans la saison 2 où il voit son ex, puis il dit, regarde, c'est trop lourd être en colère, c'est trop lourd t'en vouloir ou en vouloir assez à ça. On peut... je t'en parle, puis émotif. Ouais. C'est dur, le lâcher-prise. C'est un long processus. Puis on est tellement à une époque de haute vitesse, les gens pensent, je vais faire une fin de semaine de ressourcement, puis ça va régler mes problèmes. C'est pas vrai, tu sais, c'est pas vrai, tu sais. Puis, mais c'est aussi, tu sais, c'est un cadeau pour moi, c'est de voir la détresse et la misère de d'autres personnes faire, OK, j'en ai pas de problème. Je revenais souvent à la maison, puis je disais à mon chum, j'en ai pas de problème. Tu sais,
je voyais que... Ça te faisait relativiser par Ça te fait rapport à... relativiser ta souffrance. On est beaucoup dans les blessures d'ego, les blessures de familiales, les échecs amoureux ou échecs professionnels, puis on les traîne comme si c'était une grosse montagne. Puis tu te rends compte finalement que c'est juste un petit sommet à franchir, mais qu'il y en a plein d'autres là, qui t'attendent. Fait que ça... Je trouve s'ouvrir à montrer de la compassion et de l'intérêt envers quelqu'un d'autre, ça t'aide à te soulager de ton malheur. J'avais Léonard, il me semble que c'est bien lui, c'est Léonard de Vinci. En tout cas, savoir écouter, c'est comme avoir accès à un deuxième cerveau. Donc, je trouve ça intéressant mais aussi savoir s'ouvrir, savoir s'intéresser, savoir accès à une autre âme, un autre cœur, une autre... Parce que on est juste une petite boule qui flotte. On est tous humains. Ouais, tu sais, on est vraiment dans une époque où on subdivise, puis genre, race, allégeance, tu sais, je trouve le diviser pour mieux régner. Tu sais, ce qui règne en ce moment, c'est beaucoup l'intolérance, la peur, l'ignorance, l'inculture, tu sais. Je lui rends hommage. Il y avait un journaliste romancier qui s'appelle Tom Wolfe qui est décédé. Il y avait un petit roman qui s'appelle Je suis Charlotte Simmons, qui raconte une fille qui va à l'université, qui vient de la campagne aux États-Unis, qui est super fière d'aller. Et ses profs sont là. On en a une de notre université qui est de notre école qui est acceptée, et elle rencontre un joueur de foot, puis elle lui explique le principe que c'était une façon de garder le contrôle sur les populations conquises en leur interdisant de lire, d'apprendre l'histoire, d'apprendre les arts, donc de se nourrir l'âme et d'avoir du recul. Quand t'es constamment dans tes bébites, puis dans tes problèmes, puis la difficulté de loyer, que t'as toujours mal physiquement, ta douleur est pas soignée parce que t'es sur une liste d'attente, mais c'est dur d'être heureux, puis de s'ouvrir à l'autre, puis tu sais, c'est une façon je trouve, de priver les gens des mots, puis priver les gens de la culture, priver les gens de l'éducation. C'est une façon de garder le contrôle sur eux autres. Parce que la peur, l'ignorance, c'est ça qui... C'est plus facile à manipuler des gens. C'est ça. Si tu leur dis, ben, si t'es malheureux, si t'es pas en santé, si t'es frustré, si t'es en colère, c'est à cause de lui ou c'est à cause de elle, c'est à cause d'eux autres, ben, tu sais, on le voit en Ontario, on le voit aux États-Unis. Il y a un certain président américain qui joue beaucoup là-dessus. Il joue beaucoup là-dessus. Ouais. Mais donc, c'est fait que ça, c'est l'histoire qui se répète, mais si l'histoire est pas enseignée, comment tu veux que les gens... Tu sais, donc les Romains gardaient leurs gens, les populations conquises, l'esclavage, c'était ça, on leur interdisait d'apprendre à lire et à écrire, tu sais. Ils pouvaient même pas nommer l'odieux de ce qui leur arrivait, d'être la propriété d'un autre homme, là, tu sais. Mais tu parlais, tu sais, de la colère, que tu essayais de détacher de ça, mais on sent quand même dans ton écriture, c'est pas du cynisme, tu sais, c'est vraiment pas ça, mais il y a un côté quand même très dur, très réaliste, tu sais, on est confronté à ça, puis on voit justement le sentiment d'impuissance, comme on le disait un petit peu plus tôt. Donc, t'es pas dans la colère, mais tu dénonces quand même des choses. Oui, j'essaie, tu sais, il y a toujours un petit message politique quand même, une fois de temps en temps. Oui, même dans Costa des Sols, il y a toujours parce que c'est le monologue intérieur des personnages, donc l'écrivain public, c'est son monologue, mais la Costa des Sols, c'est 5 personnages principaux où on suit à quoi ils pensent. Tu sais, j'aime beaucoup le terme, tu sais, dramédie, là. Donc, jouer avec les... Ouais, tu sais, parce qu'il y a de la drôlerie involontaire. Tu sais, le personnage de Jojo, qui est joué par Sandrine Bisson dans L'écrivain public. Qui est magnifique. Mais c'est un composite de plusieurs femmes que j'ai rencontrées qui avaient des problématiques un peu semblables. Mais elles étaient drôles involontairement, là, tu sais, avec leur énergie, parce avec le côté proche. Comme un retard mental, un peu. Ouais. Pas de filtre. Qui parle comme un enfant. Ouais.
Donc, il y a une drôlerie involontaire, mais il y a aussi, tu sais, être capable de rire de soi, de se détacher. J'ai eu un cas de violence conjugale et de parrainage. Donc, la fille voulait dire, je veux plus parrainer celui qui me bat, qui me ment, qui me trompe, etc. Mais elle riait énormément. Puis moi, ça m'a rappelé j'ai vécu un cas où il y a eu de la violence conjugale, je me ramassais avec un œil au beurre noir, et c'est beaucoup la psychanalyse m'a aidé à comprendre tout ça, mais d'être capable de rire de soi, c'est déjà que tu te dégages de ta souffrance puis de ça nous rapproche de notre humanité aussi. Ça nous rapproche de notre humanité, mais tu sais, c'est ça, mais il y a tellement de choses qui pourraient nous faire pleurer, nous décourager, nous mettre en colère, donc il faut que ça soit présent dans l'écriture, mais il faut mettre un peu de lumière au bout, parce que sinon, on va tous pitcher en bas du pont, là. Tu sais, faut des écrivains publics, il faut des professeurs, il faut des éducatrices en garderie, il faut des gens qui s'impliquent en politique avec des bonnes raisons, tu sais. Stephen Guilbeault, au moment où on se parle, d'Équiterre, dit, moi, je peux pas lâcher prise, là. Oui, c'est magnifique, le ministre de l'Environnement en France qui dit, garde, c'est du niaisage en ce moment, là. On prend des belles photos, mais il n'y a rien qui avance, puis il n'y a pas de vraie volonté, puis je trouve que c'est un beau cri d'alarme, mais en même temps, Stephen Guilbeault, ce nom d'Équiterre, dit, ben, moi, je peux pas lâcher ma bataille, je le comprends très bien, parce que c'est vrai que c'est décourageant, tu sais, ou Dominique Champagne, ici, qui fait beaucoup de militantisme là-dessus. Fait qu'il faut pas arrêter de sonner, parce qu'on va peut-être de sonner l'alarme, parce qu'on va peut-être en sauver un, sauver deux, puis dans Costa des Sols, je rends hommage beaucoup aussi aux enseignants. Je pense qu'il y a une continuité. Le fait peut-être que je suis chargé de cours ou dire, ben, dans la classe de 26-27 élèves, il y a peut-être un ou deux de mes mots qui vont avoir fait une petite lumière sur un ou deux ou trois élèves, puis tu te dis, bon, ben, c'est déjà ça. Puis le fait d'écrire aussi l'écrivain public, est-ce que c'était une façon aussi un peu de terminer les histoires? Parce que j'imagine que tu n'avais pas toujours accès à la fin de l'histoire, tu sais, quand tu accompagnais des gens. Oui, c'est ça, c'était une façon. Ça un peu dans ta tête, parce qu'on dit, bon, donc, inspiré de faits vécus, c'est un BDiste qui s'appelle Ralph Conning, que j'aime beaucoup, qui avait eu cette formule-là, que je trouve, elle est pas mal juste. Lui, il disait, écrire, c'est 1/3 de faits vécus, 1/3 d'observation de la société, puis 1/3 arrangé avec le gars des vues. Alors, fait que oui, c'était ma façon de terminer l'histoire, mais il y en a que j'ai su, tu sais, il y en a que je croisais les gens, puis hey, je l'ai eu ma job, hey, je l'ai eu mon rendez-vous médical, hey, on a gagné aux commissions des normes du travail, tu sais, le cas d'Elias, l'immigrant qui se fait exploiter. Qui travaillait au noir. Qui avait aucune ressource, puis l'humiliation, l'intimidation, si le moindrement après tu veux, qui dit non, regarde, tes filles vont payer, puis etc. Bon, ben, il a gagné aux commissions, tu sais, là, je fais, OK, j'ai... Le vrai Elias a gagné, ouais, pour vrai? Ouais. C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, on est content d'avoir fait une petite différence. Hein. Il y en a, c'est sûr, que je suis sûr, qui sont encore sur leur liste d'attente pour des logements sociaux et tout, tu sais. Mais peut-être qu'ils ont été chercher aussi d'autres ressources ailleurs. Hein. Et c'est vraiment, si la personne, on peut lui sortir la tête de l'eau, à la fois dans le concret parce qu'on l'a aidé, ou métaphoriquement avec une œuvre, un roman, une pièce, un film qui a fait du bien, qui a fait comprendre une ou deux choses sur sa vie, ben, notre vie n'aura pas été inutile. Dans tes œuvres, tu parles quand même de sujets, tu sais, assez, pas très glamour, disons, tu sais, l'analphabétisation, la pauvreté, la solitude, tu sais, les problèmes du système, tout ça. Est-ce que tu sens que des fois, les gens sont comme moins ouverts à entendre parler de ce genre de sujet-là? Tu sais, on le sait, on est une ère de médias sociaux. On met tous des photos où on est heureux, on sourit, ça va bien, c'est glamour, etc. Ma vie est meilleure que la tienne. On n'en parle pas de détresse, on n'en parle pas de violence conjugale. Il y a un fléau des drogues chimiques, des drogues récréatives en ce moment. J'en ai fumé des joints, j'en ai pris des drogues chimiques, mais j'ai jamais perdu le contrôle de ma vie, de mes humeurs, de mon entreprise. J'en connais des gens là, qui ont tout perdu, et la vie et leur business à cause de... Mais
on n'en parle pas tellement, ça, je trouve, du fléau, à quel point que c'est facile maintenant, que c'est banalisé. Tu sais. On parle du GHB, supposons, la drogue du viol, mais on parle pas que le GHB est rendu comme une drogue récréative, qu'il y a plein de gens qui sont accros à ça. Tu rajoutes du Xanax, tu rajoutes des antidépresseurs en vente libre. Ben, d'ailleurs, on a parlé de Katia Gagnon, donc, qui a écrit l'article sur moi dans la presse, mais ce qui a fait le lien, c'est qu'elle avait fait une enquête sur à quel point c'était facile de se faire prescrire des pilules pour des mal de dos, etc. Et après ça, tellement facile de photocopier les prescriptions et d'avoir une double. Et pour faire cette enquête-là, elle a juste fait le tour de quelques cliniques dans Hochelaga-Maisonneuve et elle voyait mon affiche d'écrivain public partout. Fait qu'elle dit, faudrait que je raconte ça, t'sais. Mais, oui, le fléau, tu sais, il y a le fentanyl, mais tu sais, les opiacés, le nombre de personnes âgées qui sont accros aux médicaments, aux antidouleurs. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de passé toxicomane du tout, mais ils se font prescrire ça suite à une blessure, puis ils deviennent accros. Puis la blessure n'est pas soignée parce qu'ils sont en attente 2 ans, avec c'est plus facile pendant ce temps-là de mettre quelqu'un ces pilules, tu sais. Puis il y a toute une industrie aussi, là, de la pilule, puis... Écoute, c'est ça, fait que, oui, je pourrais être cynique, ça pourrait être encore plus sombre, là, tous les écrits, la solitude dans Costa des Sols, c'est longtemps, puis on ne va pas dire que faut être en couple pour être heureux, là. C'est pas le propos du livre, tu sais, mais c'est encore là le paradoxe de notre époque que on est plusieurs tout seuls ensemble. C'est une chanson dans mon Spoutnik de Daniel Bélanger, là, tout seul ensemble, où tu sais. À toi pour toujours, ta Marie-Lou, Michel Tremblay, c'était le même constat. Là. On est une famille d'une cellule de tout seul qui cohabitent. Mais toi, t'as pas peur d'en parler de ça, justement? C'est ça qui t'allume de parler de ces sujets-là dont on parle pas assez? Ouais, ça m'allume. Ouais. Mais c'est avec la préoccupation de dire, je voudrais pas que ça rend les gens encore plus tristes, encore plus cyniques. Donc, c'est toujours le travail de structure, de mettre de la lumière, de faire rire, de mettre un peu de joie en arrière et de montrer aussi des personnages qui passent au travers du tunnel. Tu sais, l'écrivain public, c'est mon propre passage, là, je te dirais, là, passer de la colère à une certaine lumière, puis dire, bon, mais, tu sais, je termine en disant, mais je suis juste un plaster sur une hémorragie, mais c'est mieux que pas de plaster du tout. Puis c'est vraiment le constat que je pourrais faire. Et dans la Costa des Sols, je me suis aperçu aussi beaucoup en accompagnant, moi c'est suite après avoir accompagné mon père 9 mois vers la mort, si tu veux, et accepter la mort et le lâcher prise. Il y a beaucoup de gens endeuillés qui voyagent pour fuir leurs problèmes ou qui ont eu des échecs amoureux, etc. Fait que le voyage peut apparaître comme un soulagement, etc. Mais j'avais un ami qui avait cette formule-là. Ouais, mais il dit, le bagage de problèmes t'attend à l'aéroport quand tu reviens. Tu l'as laissé de côté, mais il t'attend sur le petit chariot. Fuir, ça non, c'est ça. C'est ça. Mais, fait que je voulais montrer encore là aussi des gens qui, tu sais, dans la Costa des Sols, il y a les Cousineaux que j'aime beaucoup aussi, que c'est des gens dans 70 ans, disons, qui sont toujours investis dans la société, donc des militants. Madame Cousineau avait une maison pour femmes battues à Chicoutimi, ça aussi, encore là, c'est basé des faits vécus. Puis, tu sais, elle se disait, ben, on va se débarrasser de la religion, on va se débarrasser du patriarcat, des religions qui blâment la femme puis qui la gardent sous contrôle. Puis après ça, je vais pouvoir fermer ma maison pour femmes battues. Tu sais. Puis elle avait 70 ans, puis elle dit, je suis tellement triste, j'accueille encore des petites filles de 15-16 ans qui se font battre, tout ça. Puis ça se règle pas du jour au lendemain. Puis elle continuait pareil. Tu sais. Moi, c'est le fait que faut que je continue pareil. Tu sais. C'est surtout ça ce qui m'anime, de continuer puis de faire, bon, mais on va parler de la société, on va parler de nos affects, nos difficultés à l'intérieur. Tu sais, c'est le médicament avec les vitamines Flintstone, là, avec un bon goût autour, tu sais pas. Tu sais, moi, je cuisine beaucoup pour mes petits neveux de 6 ans, 4 ans, puis je cache des lentilles dans les sauces, tu sais, qu'ils savent. Du tofu. Ouais, tu sais, le tofu est broyé. Ils savent pas, mais... mais les vitamines sont là. C'est ça, fait que c'est quand tu me dis, je fais des petites phrases, des petites dénonciations, tu sais, parce que tu ris beaucoup, mais tu... Puis il y en a, tu sais, j'avais fait une rencontre avec des dames, un club de lecture à Saint-Benoît de l'écrivain public, puis là, elles me soulignaient, puis là,
tous les passages là, qui les interpellaient, puis les phrases, puis comment ça faudrait que ça soit enseigné dans les écoles de sociaux, puis dans les écoles de psychologie, puis fait que tu dis, ben, OK, quand je reviens on fait peut-être une différence pour une ou deux personnes, ben, OK, il y a des lecteurs ou des lectrices qui l'ont vu, cette phrase-là. Oui, c'est ça. Qui l'ont... Ça éveille des consciences aussi, tu sais, Ouais. sur une réalité, justement, qu'on veut pas toujours voir. C'est ça. Puis pour revenir à la Costa des Sols, Ouais. je trouvais ça super intéressant, le thème du voyage, parce que, tu sais, avec les médias sociaux et tout, le voyage, on voit ça comme le rêve ultime. Ouais. Tu pars, tu vois des beaux paysages, c'est la découverte et tout. Mais tu parles du voyage d'une façon tellement réaliste parce que ça fait sortir aussi les travers de l'être humain, tu sais, nos petites manies, nos défauts, tu sais, tu travailles beaucoup là-dessus dans ton livre. Ouais. Ben, justement, le voyage qui en dévoile beaucoup sur nous. C'est peut-être l'ancien moniteur de terrain de jeu, parce que j'avais fait à la blague les premiers accompagnements que j'avais fait. Je précise pas accompagnement thérapeutique, l'accompagnement en voyage de groupe. C'est ça, parce que dans le fond, toi, t'es comme le personnage de l'accompagnement. Un tiers. Ouais, c'est ça, encore une fois. Encore une fois, le tiers de fait vécu, ouais. Mais que je dis, ben regarde, j'ai accompagné des terrains de jeu, j'avais le groupe des 7-8 ans, puis là, je dis, ben j'ai juste changé de groupe d'âge. C'est que tu gères aussi encore là des blessures, et puis il y a des gens qui ont besoin de se confier, tu sais, ils voyagent en groupe parce qu'ils veulent pas être seuls, ou ils maîtrisent pas la langue. Et il y a aussi, écoute, il y a des forfaits incroyables, tu sais, au niveau coût et liberté. En fait, c'est aussi, je choisissais mes accompagnements aussi pour avoir cette liberté-là, pas d'avoir des activités à toutes les demi-heures, puis que t'as pas le temps pour respirer, penser à toi. Les activités. Ouais. Les gens sont pas obligés de venir à toutes les activités. Non, c'est ça. Okay. Mais c'est vraiment aussi, c'est ça. Il y a un côté écorché, qu'on voyage tous avec des affects. Le bagage de problèmes nous suit. Fait que je me suis intéressé à 4 ou 5 mais tous les personnages, tu sais, on dit en psychanalyse, on dit qu'on est tous les héros de notre rêve. Mais je trouve dans un roman aussi, je peux te dire le tiers de moi qui est dans autant dans Hélène, autant dans les Cousineaux. Il y en a Cassandra qui voyage avec leur petit gars de 2 ans qui est déjà accro à son iPad, qui veut le désintoxiquer pendant leurs vacances. Ça fonctionne pas très bien. Non! Mais il y a tous ces personnages-là ont une part de moi, là. C'est ça, ils ont tous aussi une couleur, tu sais, on reconnaît des gens dans ces personnages-là. Tu sais, je te parlais d'une sensibilité que t'avais. Tu sais, justement, tu sais, il faut avoir un grand sens de l'observation pour dire, ah, tu sais, cette dame-là, elle, c'est les produits, je sais pas, moi, qu'elle va mettre dans sa salle de bain. Tu sais, beaucoup dans le détail, quand même, les petites manies, la façon de réfléchir. Ben, j'aime le monde, moi, je trouve ça intéressant, s'intéresser aux gens. Mais ça se sent, Ben, merci, mais je trouve que mais comme tu dis, t'as accompagné des gens, t'as été écrivain public, t'as été moniteur de camp, tu sais, t'as beaucoup d'expérience. Tu m'as parlé de l'impro, tu sais, l'impro aussi, je dis souvent aux gens, on gère beaucoup des sensibilités et des égos, là, tu sais, ils s'en vont dans la fosse au lion, là, ces acteurs, ces actrices-là, ils se mettent eux-mêmes en scène, moi, je leur disais souvent, vous vous donnez vos propres rôles qu'on vous donne peut-être pas en casting, tu sais, mais c'est aussi, c'est dur, ces égos, c'est dur sur... Faut s'abandonner, il y a du lâcher prise, fait que ça fait ressortir aussi des vieux conflits familiaux, des fois comme coach Léline, des fois je gérais aussi comme un père de famille, là, il y avait des au sein de l'équipe. Ouais, pour que ça soit soudé, pour qu'on soit une équipe et non pas 6 individus. On était 6 joueurs à l'époque, 6 cellules de tout seul qui cohabitent dans une même couleur. Ouais. Mais je trouve que moi, lui-même me fascine. Jeune, je disais, je voulais écrire ou je voulais être professeur. Tu sais, un de mes regrets, moi, j'aurais aimé prendre plus des cours aussi de psychologie, des cours d'histoire. Ouais, ça a l'air de quelque chose qui t'intéresse beaucoup. Tu me parles de psychanalyse depuis tantôt. Moi, ça a été tu sais, on dit que Freud, c'est comme s'il avait découvert un nouveau continent. Là. Moi, je trouve ça fascinant. Là. Fascinant à quel point on se rend pas compte, mais qu'on
répète, on peut répéter le bagage, le bagage familial, mais qui peut remonter à... Moi, histoire courte, on est 3 gars chez nous, je suis celui du milieu, donc celui qui faisait le lien, je suis le trait d'union, si on veut. Ma mère, elles étaient 3 filles, ma mère était celle du milieu, mon père, il était 3 gars, il était celui du milieu. Donc, j'ai compris ou hérité un peu de ça, puis après, ça t'aide beaucoup aussi dans tes relations au travail, tes relations avec les gens. Tu sors de ton ego. Tu sais, on est tellement dans une époque où on est beaucoup dans l'ego, puis me, myself. Le paraître. Ouais, le paraître. Donc, je trouve on réalise pas à quel point, ça va vite, puis 2, qu'il y a tellement de feux à éteindre, il y a tellement d'urgence en ce moment, puis là, on parle, on se divise, puis, tu sais, moi, je suis un peu attristé, mais je me dis, bon, ok, ça va revenir, là, tu sais, on fait des sous-sections, posons dans la communauté gay, après ça, dans la communauté, si tu veux, écologique, indépendantiste, tout ça, avant, ça travaillait, tout le monde travaillait sous un même chapeau, tu sais. Là, chacun défend son petit... Je trouve qu'on gagnerait beaucoup à se prendre plus par la main, par l'épaule, puis aller plus arrêter de se mettre dans des cases. On se parle aujourd'hui, puis là, ils le font avec la LENA, donc ils sont mis les 4 à dire, regarde, il y a des exceptions culturelles au Québec, on veut défendre la politique culturelle, on veut défendre l'agriculture, c'est pas vrai qu'on va vivre le dumping et le chantage de Trump. Donc, il faut faire front commun. Tu sais. Je trouve qu'il y a le côté collectif qui a été un peu ébranlé dans ces dernières années ou décennies. Est-ce que ça va revenir? On le souhaite, là. C'est ça, tu parles beaucoup tu sais, de solitude. C'est pas un thème tu sais, que tu vas comme highlighter, mais on sent quand même la solitude de tes personnages. Justement, penses-tu que ça vient du fait qu'on est moins dans le collectif? Ou... Ah, ben c'est peut-être aussi le gars qui était... On va parler du primaire. Moi, j'étais plus tout seul des fois dans mon coin à lire. À un moment donné, j'ai sauté une année, fait que j'étais toujours plus petit que tout le monde. J'étais pas bon en sport. Après ça, longtemps dans le garde-robe. Donc, j'ai peut-être été plus longtemps observateur que acteur. Quand j'étais coach, c'était Claude Legault, Charles Lafortune, Réal Bossé, Tite Cochrane dans ton équipe, c'est pas mal. C'est eux les vedettes. C'est eux les vedettes. T'es pas mal dans l'ombre, c'est pas à toi qu'on s'intéresse. Mais c'est la détresse, tu sais, et l'actualité, là, on a fait sa page couverture il y a 4-5 mois, mourir seul, tu sais, c'est la détresse de plein de gens d'être seul à la fin de tes jours, de dire, tu sais, Hélène, le personnage de prof là-dedans, elle dit, hey, moi j'ai enseigné là, pendant tant d'années, j'en ai vu des humains, j'en ai vu des élèves, mais ils gardent peut-être même pas un bon souvenir de moi, puis j'ai-tu fait ça pour rien, tu sais, je me suis oublié. Il y a beaucoup de gens que je croise, tu sais, que hey, j'ai tant travaillé, je me suis oublié dans ma carrière, ou tu sais, j'ai négligé les enfants, ou comme tu dis, ça passe vite, puis à un moment donné, tu regardes derrière toi, puis tu te poses des questions. Ouais. Mais on est vraiment une société ou une humanité, peut-être, de tout seul ensemble. Mais je pense que c'est en train de... En tout cas, moi, je travaille vers ça, puis j'en vois plein qui travaillent vers ça, là, tu sais, de briser ces solitudes-là, parce que... Les barrières qu'on peut se mettre aussi... De pas aller vers les autres? Ou... Ouais, c'est sûr que ça fait mal, tu sais, sur on le dit sur les médias sociaux, il y a énormément d'intimidation, c'est anonyme, les gens disent des choses affreuses qu'on pouvait même pas dire dans le cours d'école ou qu'on les aurait dites, puis 3 jours de retenue, c'est certain, tu sais, là... Qu'on n'oserait pas dire dans la face de la personne. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que là, tu rajoutes à ça tous les médias, les applications de rencontres, où les gens sont constamment aussi sous le regard, tu te fais rejeter, tu fais juste dire un bonjour, puis tu peux faire rire de toi, te faire refuser. Fait que c'est dur de bâtir ton estime personnelle quand t'es constamment confronté à ça, puis il y a pas beaucoup de monde qui m'aime, puis tu sais, je suis rejeté. Fait que
s'ouvrir, ça demande une certaine confiance, tu sais, fait que les gens se referment parce qu'ils se font blesser 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis comme la tortue, là, on rentre notre tête, puis on reste derrière notre clavier, tu sais. Il y a même un détournement de sens, tu sais, les gens sur les textos, sur les messages, ils viennent me parler, hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais ils ne sont jamais parlé, ils sont juste textés avec leurs 2 pouces, là. Fait que parler, c'est ce qu'on fait, c'est on voit les yeux, là, on voit l'intelligence dans le regard, on voit qu'on parle pas dans le vide. Mais est-ce qu'on va réussir à ramener les gens à l'humain? Je pense que oui. En tout cas, on est plusieurs à travailler dans ce sens-là. Ben, c'est ça qui t'allume, on dirait, c'est l'espoir, c'est l'idée qu'on peut faire une différence. Ouais, ben moi je viens d'avoir 50 ans au printemps. Puis Comment ça? Hein? Ben c'est le fun. Non, c'est ce que j'ai voulu raconter aussi dans la Costa des Sols, c'est d'assumer que on est chanceux, tu sais, accompagner des gens en soins palliatifs ou des gens vers la mort, tu t'accompagnes beaucoup, c'est des gens qui regrettent, j'aurais donc dû faire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et fait que là, moi, ça a aussi parti un processus de, je vais essayer de regretter le moins possible, je vais essayer de faire le plus possible ce que j'aime, de faire œuvre utile. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance. Mon conjoint qui travaille, son bénévolat, lui, 1 fois par semaine, il est aux soins palliatifs. Il aide les familles, les mourants à mourir sereinement. Je sais pas comment il fait, mais... Ouais, c'est ça. Toi, tu l'as vécu avec ton père. Ouais, c'est ça, mais je le ferais pas comme ça. Et mais à chaque fois, il revient, il dit, regarde, sur les 11 personnes aujourd'hui qui s'en vont vers la mort, il y en avait 10 qui sont plus jeunes que nous 2. C'est souvent le cas, tu sais. Moi, j'ai un cousin qui est mort l'an dernier avec 46 ans, avec un ado de 14 ans. On ne sait pas là, où ça va frapper. Puis avec tout ce qu'on apprend sur les OMG, les aliments modifiés, est-ce que c'est tout tu sais, les abeilles meurent avec les ondes cellulaires. Quand on pense, nous, on traverse... des champs d'ondes cellulaires à tous les jours. On dort avec notre cellulaire quasiment aussi, là. Ouais, fait qu'imagine. Un professeur m'avait dit, mais oui, c'est dans notre contrat quand on accepte, quand on signe pour Fido, Virgin, Vidéotron, Bell, qu'importe, il y a une petite clause, ça dit on n'est pas responsable des accidents médicaux, de tout ce qui pourrait survenir avec la fréquentation de notre téléphone, etc. J'ai jamais été vérifié. Ouais, mais depuis qu'il a dit ça... Ils se dédouanent de toute responsabilité. Tu sais qu'on me dit, comme posons le cancer des testicules, tout le monde a tout leur téléphone dans la poche. Fait que là, depuis ce temps-là, je le ferme, je le mets dans la poche de mon sac le plus possible, pas l'avoir sur moi. C'est ça, oui, on met ça près. Surtout aussi, tu sais, quand on sort, je sais pas, danser, prendre un verre au restaurant, etc., en général, c'est parce qu'on va être avec des gens, tu sais, je sais pas si ça te frappe, tu vois beaucoup de monde, ils sont au resto, puis ils sont sur leur téléphone, mais sont en couple, ils sont avec des amis, ou, Non, c'est... Le virtuel a priorité sur le réel. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça aussi, je trouve, c'est un beau petit combat à mener, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est le fun, je trouve. En plus, c'est parler pour vrai. Ouais, c'est ça, c'est bien mieux. C'est bien mieux. C'est bien plus nourrissant aussi. Ouais. Faut aller vers ça, je trouve. On va retourner vers l'humain, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis comme tu disais, c'est ça, on sait pas quand nos jours seront comptés. Oui, tu sais, moi, j'ai fait un RCR pour réanimer quelqu'un, tu sais, j'ai vu des pilules qui ont failli... c'était une erreur médicale. Mon chum a failli mourir d'une pilule qui était supposée de le guérir, tu sais, mais à laquelle il était mortellement allergique, c'était dans son dossier, puis, tu sais... c'est grave. Ouais, mais c'est comme toi, lui, il a dit non, ça me tente pas de passer 5 ans pour suivre un médecin pour une erreur médicale. Jamais vivre. Et ça, je revenais des fois des gens là, qui venaient, ils voulaient faire des poursuites pour ça. J'ai dit, es-tu sûr là, que veux-tu faire la paix avec ça, ou est-ce que tu veux... Pourquoi tu le fais? Ouais.
pourquoi tu le poser fais. la question. Pourquoi on est là, pourquoi... on pourrait parler avec plein de gens, là, les problèmes médicaux, le corps nous parle, la psychanalyse aussi, c'est d'entendre les mots à l'intérieur des mots, tu sais. Donc, où il y en a qui appellent ça de la biologie totale, la programmation neurolinguistique. Fait que, la maladie, qu'est-ce que le mal a dit sur ta constitution, sur toi, tu sais. Fait que tu digères pas des trucs, ben ça va attaquer ton foie, ton estomac, t'en as lourd ses épaules, des problèmes de dos, donc c'est super intéressant ça. Donc tu pourrais parler à des ostéopathes, à des chiros, à des thérapeutes qui vont dire ben oui, je parle autant en dehors de mes traitements, puis tu comprends que la personne s'auto-mutile ou s'auto-sabote ou essaie de se freiner, essaie tu sais, j'aide en ce moment la cuisine collective de Schlager-Maisonneuve depuis 2 ans après l'écrivain public, où je fais un 5 heures semaine, 5 heures ou en tout cas qu'importe, avec tout le travail d'économie sociale, puis donc de cuisine de partage, tout ça. Et je rencontre beaucoup des gens qui ont décroché du milieu de la santé, des infirmières, des préposés qui disent ah, c'est plus humain, c'est plus vivable, etc. Là, je respire. Je sens que je suis en train de me rebâtir une santé. Fait que des gens qui travaillent dans le milieu de la santé qui sont rendus malades. On entend beaucoup parler on entend beaucoup parler, tu sais. Fait que les professeurs en burn-out, on a une société malade un peu, tu sais. Moi, c'était aussi ça que j'avais trouvé affolant comme écrivain public. Dire, on est une société riche, mais on a autant de gens pauvres de langage et d'éducation. Tu sais. C'est un drôle de paradoxe. Drôle dans le sens de triste. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça dans le fond, ce que tu disais tantôt, c'est justement la maladie en dit sur nous, sur justement les problèmes de la société, ça en dit sur notre société. Ben, je pense que oui, là, je suis pas un psychanalyste, je suis pas un vrai thérapeute. Ben, il est pas trop tard. Mais, ouais, je trouve, quand on fait parler un peu les gens un peu plus, là, puis à chaque fois, on fait, ah, ben oui, ça donne bien du sens, je sais pas, inconsciemment, tout ce qu'on charrie, inconsciemment aussi, tout ce qu'on, on voudrait régler. C'est une façon d'attirer l'attention puis de dire au secours, là, j'ai besoin de vous en ce moment, et que notre corps dit regarde, je vais te faire quelque chose aux genoux, aux jambes, là, ça n'a plus de bon sens, là, tu cours à ta perte. Là, fait que je vais te faire claquer un muscle. Faut que notre corps nous arrête. Ça va aussi de la simple indigestion ou ou les gens qui ont de la difficulté à dormir. Je fais bien ça, là. Mais il y a plein de gens... Mais ils sont, c'est pas le cas pour tout le monde. Ben, c'est ça, il y a tellement de choses à gérer, à régler, d'incertitudes, que le repos, ils le trouvent pas facilement, là. Mais on travaille au mieux-être. Est-ce que toutes ces informations-là, ces données-là, ce que les gens disent, est-ce que tu notes tout? On est des éponges. C'est sûr que comme autant, on est des éponges. Surtout toi, je pense, la manière que tu parles depuis là. Ben, tu sais aussi, j'étais curieux. Moi, j'étais curieux de savoir pourquoi mes oncles ou mes tantes riaient autant, ou se chicanaient, ou pleuraient. Tu sais, dans ma famille, il y a eu un suicide, il y a eu de la maladie comme tout le monde. Pourquoi, tu sais, je voulais savoir peut-être enfant et adulte, oui, je veux savoir, puis je veux essayer que les gens ne soient pas seuls. Tu sais, comme là, j'en parlais pas avant, là, je commence à en parler plus aisément, de faire dire, ben regarde, oui, il y a de la violence conjugale, là, même chez les gays, chez les lesbiennes et toutes les lettres de l'alphabet, là, si tu veux. Il y a des problèmes de toxicomanie. Tu sais, j'étais à des funérailles récemment, le gars avait 24 ans, là, puis c'est des problèmes de toxicomanie grave qui l'ont amené à 24 ans. Là, il aurait pu en faire des affaires encore, là, lui. Là. Fait qu'il faut en parler le plus possible. T'absorbes tout ça, puis
tu le revomis, là. C'est peut-être pas le bon verbe, mais tu trouves une façon. Ça fait mal. Mais je vais le structurer. Je vais faire un beau vomi bien structuré. ouais, on absorbe, tu sais, le tiers de fait vécu, le tiers d'observation de la société, puis après ça, il faut que le tiers arrangé avec le gars des vues, ça, je trouve, il est important pour que tu aies le goût de tourner les pages. Comme tu disais, l'espèce de lumière. Ouais. Mais aussi de faire dans... qu'est-ce qui va arriver, tu sais. C'est bon, fait que ça, c'est le fun d'architecturer pour ça, tu sais. Moi, il y a des auteurs populaires, tu sais, Agatha Christie, Stephen King, c'est des page-turners. C'est des page-turners, John Irving, mais tu sais, John Irving disait toujours, je commence jamais un roman si je sais pas comment ça se termine. Parce que je sais que c'est là que je vais aller, puis je vais faire les étapes. Il faut le voir comme bon, là, j'ai écrit donc La Costa des Sols sur le voyage, mais un voyage aussi, tu sais, t'as une destination finale, puis t'as des arrêts, puis t'as des points tournants. Bon, tu m'as parlé d'un point tournant du roman, ben tu sais, c'est là le où je suis fun à placer. Ouais, c'est ça. Dans un point tournant. C'est le fun à placer ça. Tu sais, c'est le fun. Ils vont-tu réussir? Oh my God! Tu sais, le facteur oh my God est très important dans un récit, mais la sensibilité aussi. Mais moi, je trouve que c'est un privilège quand les gens vont voir ton film ou lisent ton livre ou vont voir ta pièce. Fait que je trouve qu'on j'ai un peu une petite obligation de dire, ben, je vais essayer au moins de leur donner une phrase ou un moment ou quelque chose qui va leur faire du bien, qui va suivre, qui va avoir planté le germe d'une peut-être une petite transformation, d'un petit éveil ou un éveil à l'autre. Tout ça. Fait que je trouve ça important comme auteur qu'on fasse une petite contribution au discours. C'est quoi ton prochain arrêt? On parlait de voyage, de destination. Est-ce que tu as déjà d'autres projets? Tu sais, bon, là, tu sors la Costa des Sols. C'est déjà beaucoup, mais tu sais, est-ce que tu as déjà commencé d'autres écrits? Ouais, ben, la Costa des Sols serait suivie par Voyage au Porto de l'Enfer. Avec Hélène. Toujours un petit jeu de mots, hein, dans le... Ouais. Qui va continuer à s'interroger sur notre planète en péril, sur la montée de l'intolérance des religions, la difficulté d'éveiller les gens à une certaine compassion et à une curiosité intellectuelle. Et c'est contre toute attente, c'est le personnage de Hélène qui devient le personnage principal, si on veut, de cette possible suite. Puis je développe, suite à l'écrivain public aussi, un autre projet qui s'appellerait Bed and Breakfast, B&B. Un roman ou une série? Une série. Ok, une série. Ouais, une série qui est un cumul. C'est un ancien acteur avec son ex-épouse qui ont un bed and breakfast avec des employés. Peut-être que je vais aller travailler pour eux. Donc, ils ont des employés aussi à qui ils redonnent une confiance. Tu sais, beaucoup d'entreprises, ça, c'est merveilleux. C'est des employés qui engagent des gens avec une déficience ou un retard ou des difficultés, etc. Donc, je veux ça. Mais le personnage de l'acteur Amar, j'ai eu quelques collaborations avec un acteur décédé qui s'appelait André Montmorency. C'est une façon de lui rendre un petit clin d'œil, un hommage. Mais tu vois, c'est le principe aussi d'essayer de vieillir avec sérénité. Je trouve que c'est un gros défi. Ça aussi, c'est un sujet qui semble t'interpeller. Ouais, je trouve, parce que, tu sais, c'est un privilège qu'on a de vieillir. Que les gens, tu sais, l'humanité, mais à quoi ça sert de se rendre jusqu'à 80, 90 ans si on est pour être amer, puis cynique, puis mal en point, etc. Et c'est beaucoup la traversée d'accompagner des gens. Puis là, je voyais tous ces gens-là. Moi, je sais pas si t'as grandi, tu sais, moi, OK, 50, 60, 70, ça faisait chaise berçante dans ma tête. Puis là, je vois des gens... mais aujourd'hui, 50 ans, c'est pas non, je le sais. Non, ouais. c'est ça. Mais aussi, le 60 ans, tu pourrais appliquer ça aux 70 ans. Ouais. Tu sais, moi, j'avais une dame là, en Alsace, elle faisait des 16 km, des randonnées, monte, descend, traverse le vignoble, etc. À 70 ans? À 72 ans. J'ai une madame qui a fêté ses 80 à Stockholm-Copenhague, un accompagnement que j'ai fait. Mais l'année d'avant, elle avait fait le Machu Picchu, là. Fait qu'elle était en espadrille, puis c'est une grand-maman. Tu sais, tu te dis, OK, ça, c'est la grand-maman flyée pour plein de ses petits-enfants. Et fait tu dis, OK, c'est comme ça que je veux vieillir, tu sais. Puis là, moi, ça m'a fait, bon, j'avais 40 ans à l'époque. Fait que tu te dis, OK,
tant qu'à voir, si on me donne 40 ans de bonus, ben, je vais m'arranger pour que ces 40 années soient plutôt sereines, plutôt utiles, plutôt lumineuses. C'est un choix aussi, tu sais, oui, des fois, il y a beaucoup de gens qui sont en détresse puis qui ils les voient plus, ces choix-là, tu sais. Mais tu sais, même comme victime, tu sais, comme moi, je parlais de violence conjugale, ben j'y retournais auprès de ce gars-là, tu sais. Je pensais que c'était pour le meilleur et pour le pire, puis je pensais que je valais pas plus, puis il y a la responsabilité de la victime et de la personne aussi, là, de vouloir s'en sortir, parce que le statut de victime peut être confortable aussi, en quelque sorte, dans un malheur. Puis même au niveau politique, on blâme toujours l'autre. Ouais. Que tu sois pendant longtemps à Montréal, on blâmait, ah non, c'est parce qu'ils nous écoutent pas à Québec, ah non, parce qu'ils nous écoutent pas à Ottawa, ils nous écoutent pas. C'est tellement plus facile de blâmer le gouvernement précédent. Plutôt que de se responsabiliser. De se responsabiliser puis de se prendre en main, mais tu sais, ça, c'est l'héritage aussi judéo-chrétien, c'est toujours la victime. Tu sais, je fais parler et ça aussi, tu sais, on voyait tellement de femmes là, qui parlaient de leur héritage, là, qu'elles ont grandi, qu'elles sont devenues femmes dans la honte, tu sais, parce que le système religieux, les religieuses et autour, tu sais, les femmes enceintes devaient se cacher. C'est pas si loin de nous. C'est pas si loin de nous. Les filles mères, c'était de leur faute. La sexualité, c'était honteux. On n'en parlait pas. Donc, c'est 40 ans là, d'évolution, 50 ans si on dit le début de la Révolution tranquille, mais ces femmes-là l'ont vécu, là, et c'est leur détresse aussi de voir des fois que le religieux revient autant en force, puis de dire, mais c'est pas vrai là, que on s'est battu pour ça, puis que là, regarde, on va voir des filles qui ont peur de la vie, là, qui n'osent pas. Je faisais des interventions dans les écoles secondaires pour le gris. Puis le gris, c'est des gays, lesbiennes, queer, qu'importe, qui vont raconter leur vie et qui répondent à des questions dans les écoles, des questions sur l'identité sexuelle, sur la sexualité, sur l'amour, etc. Puis j'essayais toujours d'ouvrir, de parler d'avortement, justement, de suicide, et de dire aussi, regarde, nous, on vous parle d'orientation sexuelle, mais c'est peut-être votre choix de carrière qui fera pas le bonheur de vos parents. Assumez-le, tu sais. Je le pensais à mes sciences pures, puis mes littératures. J'ai dit, c'est peut-être votre choix amoureux qui fera pas, parce qu'il sera pas de la même religion que ce qu'on vous a dit, puis on vous a dit qu'eux autres, c'était des pas fins. Tu sais, j'essayais toujours dans l'idée, j'ai 29 têtes devant moi, il y a peut-être une de mes phrases qui va faire un ding-ding chez un. C'est une phrase qui va emporter. Je trouve que c'est important. Et récemment, il y a eu un post de Louise Latraverse qui disait « Ah, je suis tellement heureuse d'être arrivée à cet âge-là, je peux dire les choses auxquelles je crois, je peux dire ce que je pense sans avoir peur de la désapprobation, puis Parce que la vieillesse, ça vient avec ça aussi, l'espèce de fait d'assumer plus qui on est. Ouais, puis de faire... De plus avoir rien à perdre. J'ai plus rien à perdre, tu sais. Je trouve pas pour devenir un troll puis devenir un intimidateur, mais juste de dire, ben, je peux dire le beau, je peux dire que c'est injuste. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, quand tu me disais... Mais c'est juste, moi, c'est le parti pris de pas être cynique, puis de pas être désabusé, puis de pas être triste, de toujours garder un peu de soleil et de lumière au bout, mais de dire, ben, c'est parce que sur le dit voyage, oui, il y en a des immeubles abandonnés, oui, il y en a des itinéraires autour de nous, oui, il y a des feux de forêt quand tu voyages en Europe, tu sais. Tu peux pas faire abstraction que ça va pas toujours bien, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est important de garder le mouvement vers quelque chose de plus beau, quelque chose de plus juste, plus heureux. Ben ça marche parce que, sérieusement, l'écrivain public, ça m'a vraiment porté à réflexion. Tu sais, on entend parler de ces enjeux-là, de la pauvreté, du problème d'analphabétisation, mais on dirait que, je sais pas, de lire, tu sais, de se faire raconter une histoire en lien avec ça, c'est vrai que ça vient semer des petites graines, puis que ça fait réfléchir sur cette réalité-là qui est, comme tu le disais, 4 stations de métro de chez nous. Et peut-être aussi, tu sais, toi, j'imagine ton parcours
a été heureux ou tu sais l'école était pas un pensum ou une épreuve pour toi, tu sais, Tout à fait. Des filles de ton âge, il y en a plein, je suis sûr, qui ont décroché, pour qui il y avait de l'intimidation, c'était des échecs à répétition, fait que tu sais ça c'est cette importance de s'ouvrir à l'autre, d'avoir un peu de compassion, de faire ok, moi j'ai été chanceux ou j'ai été chanceuse. Oui, c'est ça. On dirait que moi, des fois, j'ai peur de m'ouvrir à cette réalité-là parce que c'est confrontant aussi un peu de voir cette misère humaine-là. Ah ouais. Puis tu sais pas comment agir, tu sais, on en parlait avant d'enregistrer l'épisode. Tu sais, les deux, on habite dans le même quartier, là, dans le village, puis t'en vois de la misère humaine, Ouais, ouais. des itinérants, de la pauvreté. La détresse psychologique. Oui, c'est ça. Mais comment dealer avec ça, c'est très confrontant, puis souvent, ben... Je fais comme la plupart des gens, je fais comme si je la voyais pas, mais toi, tu je dis bonjour. Ouais, c'est Au ça. moins, comme écrivain public, il y en a que j'aidais directement, mais là, donc, je le suis plus. Mais puis beaucoup de gens qui sont en intervention sociale disent faites juste pas les ignorer, c'est pas des roches. Ouais, mais déjà c'est difficile, je le sais. Ça doit avoir aussi, j'imagine, avec, tu sais, on se sent coupable de dire, mais moi, exact. Ça va bien, tu sais. Vraiment. Tu sais, moi, mon joint, il est récréatif, il est pas pour fuir la peine et la détresse, puis je suis pas rentré dans une spirale là, de schizophrénie, puis exact. de mal-être complet, là. J'ai pas perdu la carte, là, parce que j'ai fumé un joint hier ou demain, là, tu sais. Mais on n'est pas à l'abri non plus de cette misère-là, tu sais, de la maladie ou quoi que ce soit non plus. Fait que c'est on ça la voit, aussi, là. Mais c'est déjà ça ta voix. Ouais, c'est ça, au moins. Ouais. C'est d'avoir la conscience, déjà, c'est une bonne première étape. C'est une bonne première étape, puis ça fait après aussi qu'on peut avaliser un discours politique qui va dans ce sens-là, de dire, tu sais, il y avait la juge Ruffo qui disait... pourquoi le Québec est pas plus amoureux de ces enfants-là, tu sais. Tu sais, moi, à chaque fois, je fais, quand on voit, c'est 90 000 garder quelqu'un en prison par année qu'on investit comme, mais le 90 000, quand on dit par année, qu'on n'a pas d'argent pour payer un orthopédagogue, puis un neuropsychologue, puis de l'aide aux devoirs pour ces jeunes-là. Tout part d'une base qu'on n'a pas vraiment. Moi, je me souviens le voir à un moment donné, c'était une publicité de Centraide, puis là, tu voyais un jeune, je me souviens plus c'était quoi le slogan, mais moi, ça m'avait beaucoup interpellé de dire, OK, j'aimerais ça maintenant travailler puis être là au moment où son chemin fourche, puis qu'à gauche, ça va mal aller, puis à droite, il va s'en sortir. J'aimerais ça être avec ma petite pancarte de brigadier scolaire, puis dire, va-t'en par là, ouais, tu sais. C'est ça. Ça revient peut-être si j'avais fait un cours bénévolat pour Suicide Action, puis j'ai fait, non, moi, j'aimerais ça être avant. Bien avant que ça aille aussi mal que ça, avant qu'ils disent au secours. Fait que l'écrivain public est né aussi de ce désir-là d'être là avant que ça aille à l'extrême recours. Là, c'est trop lourd, je vais en finir. Non, je voudrais travailler avant. Là. En tout cas, on le disait, là, on est en période électorale. J'espère que les politiciens vont lire ton livre ou l'ont déjà lu ou qui vont même écouter cette conversation-là. Tu sais, je sais pas s'il y a quelque chose à faire des fois, on se sent impuissant par rapport à la politique. Tu sais, on vote, mais est-ce suffisant pour faire une différence? Je me pose la question avec tout ce que tu me dis. C'est sûr que c'est dans la communauté aussi qu'on peut, tu sais, le bénévolat, c'est une grande chose, mais c'est juste plate des fois que ces ressources-là, on pourrait avoir plein de gens qui travaillent, parce que les gens disent, ouais, mais là, si on coupe là-dedans, mais investissons donc sur l'humain, tu sais, on n'investira jamais assez sur l'éducation, on n'investira jamais, tu sais, c'est la première affaire qu'on a coupée, ils ont coupé de toutes les sorties culturelles, dans les commissions scolaires, etc., mais regarde, il y a plein de jeunes, là, je suis artiste invité à Paul Gérin-Lajoie, là, à Outremont, puis il y a plein de jeunes, un jeune sur 3 seulement est sorti de Montréal cet été. Il y en a 2 sur 3 là, qui sont restés chez eux, ils ont joué à des jeux vidéo, puis ils ont peut-être pris le vélo pour sortir un peu de leur quartier, etc. Les gens sont tout seuls longtemps. Ouais. Fait que, est-ce que je peux faire une petite contribution? Je l'espère, tu sais, mais t'en fais une grande aussi. Le fait de faire circuler l'information, ouais, c'est ça. C'est le gros défi, je trouve, de notre époque de médias sociaux puis de communication à l'extrême, c'est de faire communiquer
et de faire se parler des gens qui ont à cœur les mêmes valeurs, le même désir de la sauver, cette humanité-là, cette petite planète qui flotte. C'est la seule qu'on a. Il n'y a pas d'autres. Le paradis terrestre, on est 2 pieds dedans. Puis l'eau monte en ce moment. La chaleur monte aussi. On l'a vu cet été. Ouais. Mais je te remercie. Merci je te remercie beaucoup. pour... tu l'as dit à un moment donné dans l'entretien, faire œuvre utile. Ouais. J'ai vraiment l'impression que ça serait un beau titre de biographie pour Michel Duchesne. Ben, merci, on va essayer de continuer. On va essayer de créer d'autres œuvres utiles encore. Oui, merci. Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine ma discussion avec Michel Duchesne. Je vous invite à vous procurer son tout dernier roman, La Costa des Seuls, ou encore L'écrivain public si vous l'avez pas encore lu. Surtout voir la web-série qui est extrêmement touchante. Sur ce, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. C'était Élise Madé pour vous présenter cet épisode de Ma Découverte. On se retrouve très bientôt.